pour me permettre de poursuivre ma quête du temps, Philippe Guimont paraissait être le troisième invité idéal, pouvant ajouter sa vision au tableau. Docteur en physique du rayonnement et ingénieur physicien, Philippe Guimont n'a eu de cesse de se rebeller, entendant que le chaos serait déterministe, donc avec un comportement futur déterminé, sans intervention du hasard. Et si l'écouter nous ouvrait une porte derrière laquelle la possibilité que nous puissions jouer avec notre futur existe. Philippe Guimont, bonjour. Vous êtes né le 14 décembre 1958 à Paris. Vous êtes docteur en physique du rayonnement et ingénieur physicien. Votre famille est issue du nord de la France. Vos grands-pères sont mineurs de fond. Malgré le côté bon vivant, cette misère et cet état d'esprit donneront naissance chez vous à une envie de fuite. Fuite d'abord enfant dans vos pensées, puis fuite de Paris vers le sud. Les études au collège vous ennuient parce que vous comprenez souvent directement là où le professeur veut en venir et vous décrochez. Ce qui vous sauvera, dites-vous, c'est à 13 ans la découverte d'auteurs comme Descartes et Platon, mais surtout le génial Blaise Pascal, mathématicien et philosophe du XVIIe siècle. Quelque chose vous appelle dans ces ouvrages que vous ne comprenez pas complètement. C'est là que vous percevez le décalage qui peut exister entre un enseignement en perte de sens que vous subissez à l'école et le sens originel et l'intuition dans les travaux comme ceux de Pascal. Belle synthèse, je ne sais pas où vous avez trouvé tout ça, ou je ne me souviens plus, mais ça résume bien. Oui. Il manque peut-être le développement de cette sensibilité au hasard et à l'intuition qui a un peu imprégné ma jeunesse. Oui. Voilà. D'accord. Vous prenez de passion pour les mathématiques, ce qui vous amène à suivre au lycée Hoche de Versailles les classes préparatoires aux grandes écoles. En 1982, l'école centrale de Paris, où vous serez diplômé ingénieur, le DEA de géophysique et votre doctorat à l'université de Provence, option mécanique énergétique. Durant votre parcours scolaire, si vous constatez réussir à innover alors que vous n'avez pas toujours les compétences, le ressenti d'un décalage avec certains scientifiques que vous estimez formatés et dénués d'intelligence émotionnelle s'accentue. Vous expliquez notamment que le directeur de l'école normale supérieure fait visiter votre bureau alors que vous menez une expérience sur le chaos et affirme que le chaos est déterministe. Ce qui exacerbe un peu votre côté rebelle à l'époque, car votre idée, c'est l'opposé. C'est à ce moment que vous êtes promis un jour de revenir à la physique et de prouver que le chaos ne peut pas être déterministe. C'est ça. Bon, vous avez bien travaillé, je vois. Oui, c'est vrai que il y a eu plusieurs moments symbolique clé parce que le chaos c'était quelque chose qui me travaillait depuis mon enfance parce que je faisais le lien entre la mécanique quantique et la théorie du chaos, ce qui était un peu interdit à l'époque, et quand j'ai entendu effectivement le directeur de Normal Sup, Eugène Guyon je crois à l'époque, dans mon bureau commenter des expériences qui se faisaient à côté, et aussi moi je faisais un peu de théorie avec des jolis dessins graphiques, dire que le chaos est déterministe, je me suis un peu effectivement rebellé contre ça, et ça m'a travaillé parce que je trouvais pas possible, indigne d'un représentant de la science comme lui d'oser en plus d'une manière complètement dogmatique postuler quelque chose qui était faux. Dans la mesure où le futur est déjà réalisé, le futur a une certaine structure, cette structure n'est pas dense, elle n'est pas déterministe, elle est partiellement quantique, et j'ai démontré et j'ai quantifié à quel moment dans un billard les boules deviennent quantiques dans le futur. Voilà, ça c'est l'essence de mes travaux théoriques. Durant votre parcours scolaire, vous vous livrez seul à des expériences dans votre chambre d'étudiant autour du hasard et de l'influence que pourrait avoir la conscience sur le hasard à l'aide de dés ou de cartes en comparant des graphiques de probabilité avec les résultats obtenus. En 1983, vous mettez au point l'informatisation d'un observatoire volcanologique en Martinique. Vous développez des technologies micro-informatiques qui font de vous un expert de la détection des corrélations entre plusieurs variables. Au même moment, à l'Institut d'optique à Orsay, le physicien français Alain Specht prouve la vision de Niels Bohr, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, la physique appliquée à l'échelle de l'atome. Est-ce qu'on peut dire que ces travaux ont exercé une influence sur vous et vous ont poussé dans cette direction ? Oui, alors moi j'en ai entendu parler pas directement au départ, parce que je me plongeais pas dans les publications scientifiques à l'époque, mais indirectement parce que tout cela a été préparé, notamment par le colloque de Cordoue, qui a réuni beaucoup de physiciens qui étaient assez partisans
on va dire, de l'influence de la conscience, bien que ce soit quelque chose qui a été fortement combattu, mais qui revient un peu quand même aujourd'hui. C'est-à-dire que, à mon sens, la conscience intervient dans le futur. Là où le bas blesse en physique, c'est que toute la physique est fondée sur les équations et nous n'avons pas les équations qui permettent de décrire comment le futur se construit. Donc je fais appel personnellement à, d'une part, mon imagination et d'autre part, le fait que j'ai passé ma vie à faire des calculs et que des calculs très complexes qui me permettent d'envisager un système, l'évolution d'un système hors du temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous travaillez sur l'évolution d'un système qui est très complexe. Vous ne pouvez en visualiser qu'une petite partie. Ce qui apparaît à l'écran, c'est la petite partie de ce que vous visualisez de ce système. Si vous oubliez tout le reste, ça donne l'impression de quelque chose qui évolue dans le temps. Mais ce temps-là, il est illusoire. Vous êtes en train juste de regarder une petite partie de la réalité qu'on appelle le présent. Et ce présent, il a l'air d'évoluer vers le futur. On a même l'impression que le futur n'est pas encore là et qu'il va se créer parce qu'il y a effectivement des corrélations entre le passé, le présent et le futur et on appelle ça la causalité. Ouais. En réalité, il n'y a pas que cette causalité-là qui intervient dans le processus de création du futur. Il y a toute la causalité hors temps. Et donc voilà, c'est ça qui m'a initié un peu à l'idée que la nouvelle physique avait besoin d'introduire un nouveau temps ou de trouver des équations qui fonctionnent hors du temps de manière à comprendre le mécanisme de création de la réalité dans le futur. Mais on n'en est pas là. Toutes les équations de la physique sont fondées sur le temps. Toutes ces équations font comme si, à quelques exceptions près, le futur était en train de se créer dans le présent, alors que c'est faux. Donc moi, la barrière que je passe, c'est celle qui consiste à dire bon, ok, moi, j'ai pas besoin d'équations pour essayer de comprendre comment se construit le futur. Voilà. Ouais, et d'où ma théorie de la flexibilité de l'espace-temps que j'ai publiée. D'où tout ce que ça implique en termes de lien entre la physique et la spiritualité. Oui. Voilà. En même temps, c'est vrai que depuis tout petit, à l'école, on nous apprend la ligne du temps. On a toujours vu ça comme ça, alors que c'est pas dans toutes les cultures comme ça. Je pense à l'hindouisme, par exemple, il représente ça comme une roue qui tourne et qui revient sur elle-même, qui est peut-être plus proche finalement de la réalité. On a une vision extrêmement simpliste de la réalité qui vient du fait qu'on s'oblige à l'approcher de manière simpliste. C'est-à-dire, par exemple, ça date d'il y a relativement peu de temps, ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, qui est le siècle de l'extinction des Lumières. Les Lumières se sont allumées à la Renaissance avec Descartes et Pascal. Et à cette époque-là, on n'avait pas coupé le cordon ombilical avec l'âme. On n'avait pas simplement, le mécanicisme est apparu au XVIIIe siècle parce que la puissance des équations était telle pour calculer, par exemple, le mouvement des planètes, pour calculer la trajectoire d'un obus. On a sombré dans l'illusion que tout était mécanique. En réalité, c'est juste approximatif, et que lorsqu'on fouille un peu, à condition de faire des calculs, moi, c'est vraiment parce que j'ai fait des calculs très poussés en tant qu'ingénieur que je me suis rendu compte de l'ampleur énorme du problème. En réalité, toute la physique est approximative. Et alors, cette approximation, ça n'est pas grave si on cherche à prévoir ce qui va arriver dans le futur proche. Ok. Mais si on cherche à prévoir ce qui va arriver dans le futur lointain, là, on est complètement dans les choux avec nos équations et c'est juste pas possible. Donc, on ne peut pas prétendre comprendre le fonctionnement de la réalité avec l'état de la physique actuelle, les équations de la physique actuelle. Il nous manque quelque chose de fondamental, et ce qu'il nous manque de fondamental est en lien avec l'information vibratoire de la conscience. Ça, j'en suis absolument persuadé. De quel que soit l'angle sous lequel on regarde le problème, on en arrive toujours à la conscience. Simplement, la conscience, effectivement, n'agit pas dans le présent, sauf exceptionnellement, sauf dans des conditions particulières.
mais elle construit le futur. En 1986, vous entrez au laboratoire marseillais de l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels, où vous inventez un détecteur automatique de feux de forêt, fondé sur la reconnaissance d'images de fumée, qui finira par surveiller les calanques du sud de Marseille. Cette invention trouve un débouché inattendu en médecine, le vidéonystagmographe, un casque qui explore la sensation de vertige grâce à l'analyse du mouvement des yeux. Avec l'entreprise Synapsis, qui devient leader mondial de son secteur, vous commercialisez cette invention et vous vous positionnez sur le terrain de l'intelligence artificielle. Vous recevez des offres pour développer vos travaux aux États-Unis, mais vous décidez de rester en France. Vous lancez 10 ans plus tard Uratech sous contrat de licence avec le Centre national de la recherche scientifique pour développer Uracode, un logiciel de reconnaissance visuelle qui permet aux robots mobiles d'inspecter et d'identifier des images en temps réel. En 2001, vous recevez le cristal du CNRS qui récompense les meilleurs ingénieurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue un outil puissant qui, malgré son utilité, conserve un côté inquiétant. L'agent de conversation ChatGPT qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense aussi à la voix de John Lennon qui a été recréée plus de 40 ans après sa mort par l'intelligence artificielle pour un nouveau morceau des Beatles. Quel est votre point de vue aujourd'hui sur tout ça avec le recul ? Tout se passe comme si on avait décidé de pas réfléchir concernant l'intelligence artificielle pour imposer une idéologie qui est présente depuis 50 ans et plus, complètement matérialiste bien sûr. Les réseaux de neurones que j'avais développés à l'époque fonctionnaient bien pour reconnaître des images avec des objets très complexes, y compris lorsque c'était en mouvement. Par contre, on a un énorme problème avec la mémoire. Et donc, dans un premier temps, j'ai pensé que c'était parce que mes cerveaux visuels que je développais étaient pas assez performants, bien sûr. Mais je me suis rendu compte, 10 ans après, en lisant des publications d'autres collègues qui travaillaient en intelligence artificielle, qu'ils avaient le même problème. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment le cerveau fabrique la mémoire. Et j'en suis arrivé à la conclusion que la mémoire n'est pas dans le cerveau et que dans le cerveau, on a juste des traces de mémoire qui servent peut-être plutôt à adresser la véritable mémoire qui se trouve en dehors de l'espace-temps. Ou dans l'espace-temps lui-même, mais en tout cas pas dans la matière cérébrale. Donc c'est ce que m'a appris l'intelligence artificielle. Et donc le cours que suit les événements aujourd'hui, qui consiste à croire qu'on peut arriver à fabriquer, là je la fais courte, la conscience par l'intelligence artificielle, non, ça me paraît complètement insensé. C'est une grande mystification. La conscience elle-même ne peut pas être produite par le cerveau parce qu'on ne sait pas expliquer les perceptions. On ne sait pas expliquer les perceptions visuelles, on ne sait pas expliquer les perceptions auditives. On sait que ça passe évidemment par les sens, mais au bout du compte, comment est-ce que l'information qui passe à travers les sens engendre la conscience des percepts, ça on ne sait pas l'expliquer. Les éléments en physique nous invitent à penser que la conscience est liée au vide, et en particulier aux vibrations du vide. Et là on comprend mieux pourquoi la conscience est capable de continuer de percevoir, même lorsqu'elle est en dehors du corps. Je pense aux expériences de mort imminente. C'est parce que tout simplement la lumière se propage dans le vide, c'est-à-dire la lumière se propage dans la conscience. Tout sans vous sourire, mais en 2005 se produit dans votre vie ce que vous qualifiez du grand effondrement qui atteint toutes les sphères de votre existence, travail, famille, santé. Vous décidez de tout lâcher, de vous installer en Haute-Provence, dans un endroit isolé, dans la nature, de vous autoriser à réaliser votre rêve, écrire un livre. Vous allez, durant cette période, expérimenter des synchronicités, comme vous l'écrivez, des coïncidences étranges, des hasards extraordinaires qui introduisent de la magie dans notre vie et qui vous pousseront à terminer l'écriture de La Route du Temps, parue en 2010. La Route du Temps est une route qui traverse la réserve géologique de Haute-Provence sur laquelle vous effectuez des randonnées. De ces marches qui vous recentrent sur vous-même et vous permettent de mieux comprendre votre vie par les symboles et les signes que vous y trouvez, naîtra la théorie de la double causalité. Notre futur serait déjà réalisé selon de multiples versions, comme les branches d'un arbre de vie ou les différents itinéraires possibles de la route du temps, coexistant simultanément de façon omniprésente mais à l'état de potentiel non encore vécu. En d'autres termes, vous me corrigez si je suis à côté, notre futur est déjà réalisé, mais il peut changer, notamment via nos intentions qui excitent alors un nouveau futur. Le futur influence le présent et y prêter attention, c'est le faire rentrer dans notre réalité. Ce qui est déroutant dans cette théorie, donc comme on l'a dit, c'est vraiment ça bouscule tout ce qu'on peut imaginer sur le temps. Mais c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans votre vie, vraiment.
Ça bouscule parce qu'on a l'impression, on n'arrive pas à sortir de cette idiotie que le futur est en train de se créer maintenant dans le présent. C'est juste pour cette raison-là. Oui. À partir du moment où on arrive à sortir de là, parce qu'on tient compte de la science, c'est ça. Hein, les physiciens ont un problème. Ils sont obligés de ne pas tenir compte des résultats de la physique pour avoir le droit de continuer à utiliser des équations du temps. Parce que sinon, ils sont complètement à poil. Donc, ils ont cette contradiction. Bon, si on laisse tomber, si on met de côté, si on relativise les équations, on dit c'est important, mais les équations, c'est de la technique, c'est pas ça qui va décrire le monde. Alors, à ce moment-là, on s'autorise à penser le futur autrement. Et comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir pris l'habitude de faire des calculs très poussés, dynamiques, etc., m'a permis de visualiser comment le futur pourrait se créer maintenant. Et donc, on peut le considérer de manière extrêmement simplifiée comme une espèce de tourbillon qui met en scène toutes les possibilités. Ça va créer une sorte de vortex à l'intérieur desquels les chaînes de causalité potentielles vont se rapprocher, et tout ça pour finir par générer une seule chaîne de causalité qui correspond au présent et qui sera validée par l'observation. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un tirage au sort des images, des textes, etc., que vous l'imprimez sur une feuille de papier, tant qu'il n'y a pas eu d'observateur qui regarde ce qu'il y a sur la feuille de papier, la multiplicité des possibles continue d'exister. C'est-à-dire que même si la feuille a été imprimée un an plus tôt, tant que ce qui a été imprimé n'a pas été observé, le passé peut encore changer à ce niveau-là, puisque de toute façon il n'est pas encore déterminé. C'est-à-dire que la réalité ne se détermine pas complètement dans le présent. Il subsiste des éléments indéterminés qui attendent d'être observés pour définir le réel. Lorsqu'on a compris ça, ça nous ouvre la porte vers une compréhension beaucoup plus subtile de la réalité qui crée l'entrée, qui crée le pont entre la physique et la spiritualité. Voilà, je viens de donner un élément essentiel. Oui. Vous parlez aussi du GPS, vous utilisez cette image-là, donc une des clés pour comprendre que le futur est sous le contrôle de nos attentions, c'est le libre arbitre. On peut dire qu'au moment où je lève le pied, je fais le choix de l'endroit où je le pose, mais dès que mon pied touche le sol, c'était inscrit maintenant depuis toujours. Donc vous utilisez l'image du GPS pour comprendre la possibilité qu'on puisse jouer comme ça avec le futur. Oui, l'image de GPS, elle est bien pour comprendre le complément de ce que je disais, c'est-à-dire que je disais que la réalité dépend de notre observation, donc dépend de notre attention dans le présent, de notre présence. Plus on est éveillé, plus on va être sensible aux différentes possibilités. Le libre arbitre naît de là d'ailleurs. Ce que nous ressentons en termes de pensée portée par nos émotions, c'est quelque chose qui a la vertu d'adresser les lignes de temps correspondantes dans notre futur, et donc de leur donner plus de probabilité d'entrer dans la réalité. Et donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. D'accord. Alors encore faut-il que nos intentions soient authentiques. C'est pour ça que il est important de se relier à soi, de se relier à notre être authentique qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Et de capter sa vibration. Et c'est le fait d'avoir capté cette vibration nous permet d'adresser une nouvelle ligne de temps qui n'est pas celle qui est déjà présente dans notre futur, mais qui va remplacer l'ancienne. Et pour remplacer l'ancienne, ça va se produire uniquement à certaines bifurcations. Et c'est ce qu'on appelle le kairos, les synchronicités, les intuitions, en fait tous les hasards vertueux qui nous permettent d'aller vers notre nouvelle ligne de temps. Voilà. Comment ça fonctionne. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais bon là je pense qu'on a fait un tour extrêmement rapide, mais on a à peu près bouclé le... Oui. Voilà, on arrive au terme de cet entretien. Donc d'habitude je laisse toujours le mot de la fin à l'intervenant, quelque chose pour conclure, ou une question que j'aurais oublié de poser, ou quelque chose à dire. Mon mot de la fin, je pense qu'il convient d'être extrêmement, je dis bien extrêmement, et je pèse mes mots, optimiste pour le futur. J'insiste là-dessus parce que l'état de notre société actuellement n'incite pas à penser cela. En réalité, il faut interpréter l'effondrement en cours
de la société occidentale, qui est comme un effondrement du mental, qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle conception de la réalité. Petit à petit, bien sûr, on va traverser, suivant chacun notre niveau d'évolution, où est-ce qu'on en est, etc. On va traverser une phase de chaos qui pourra être difficile pour certains, mais si on accepte de rentrer dans ce nouveau paradigme, si on travaille bien cette nouvelle conception de la réalité où l'humain retrouve toute sa place, donc on peut franchir rapidement cette étape et aller vers la construction d'un futur collectif bien meilleur que le passé. Merci beaucoup.